Tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, on parlera de l'action communautaire autonome avec un homme de terrain. 26 ans d'expérience au milieu communautaire montréalais, dont 20 ans en tant que directeur de Solidarité Antique. Monsieur Achour Ezzedine, bonjour. Oui, bonjour Mohamed. Ça va bien? Ah oui, ça va. Super. Écoutez, habituellement, les organismes communautaires interviennent auprès des personnes et des communautés vulnérables. Nous savons maintenant que la pandémie de la COVID-19 a affecté d'autres catégories de la population autres que des personnes issues de l'immigration ou des assistés sociaux. Est-ce que les organismes communautaires dont l'engagement a été largement médiatisé, on peut faire face à cette nouvelle réalité? En fait, les immigrants ont vécu la crise comme toutes les autres catégories de la population vulnérable à Montréal. À cette nuance près que, en plus des organismes communautaires qui leur viennent en aide, les immigrants ont recours également au réseau d'entraide des communautés des pays dont ils sont issus. Ici, je fais référence particulièrement, parce que c'est un milieu que je connais un peu plus qu'ailleurs, pour les immigrants, je fais référence particulièrement aux immigrants qui viennent d'Afrique, y compris du Nord, ainsi que du Moyen-Orient, Syrie, Liban, etc. Pour les immigrants qui sont rentrés juste avant la mise en place des mesures sanitaires, leur processus d'établissement était très compliqué à cause du confinement, comme vous le savez. Surtout pour ceux qui ne parlent pas la langue française, ni d'ailleurs l'anglais. Alors vous devinez l'impact que cette situation a pu avoir sur leur vie, notamment sur le plan psychologique et, et moral. Ça va vraiment mal pour eux dans ces circonstances. Et c'est encore pire pour les réfugiés, déjà aux prises avec leur traumatisme, et qui ne peuvent pas accéder aussi facilement aux services de santé mentale ou même parfois aux services de base. En tout cas, les immigrants et les réfugiés ne sont évidemment pas les seuls parmi la population vulnérable à être affectés par la pandémie. Ce que je veux dire que cette situation concerne tout le monde. Oui. Est-ce que les personnes issues de l'immigration qui arrivent à peine, qui sont venues pendant la pandémie, est-ce que le processus d'intégration il sera affecté? Si oui, jusqu'à quel point? Absolument. D'abord, c'est qu'ils sont d'abord en confinement. Quand ils atterrissent chez des familles qui elles-mêmes sont immigrantes en général et qui vivent dans des conditions déjà qui ne sont pas toujours idéales. Et le fait de ne pas pouvoir bénéficier immédiatement des services d'aide à l'établissement, surtout pour avoir affaire à quelqu'un en direct, on va dire en présentiel, c'est compliqué. On peut pas régler. Je ne sais pas. J'imagine, parce que j'ai déjà vécu le processus pour moi d'établissement à l'époque. Et il fallait avoir affaire à des humains directement autour d'une table et discuter des possibilités d'intégration, des possibilités d'accès aux ressources et ainsi de suite. Maintenant, ça se fait au téléphone ou en ligne. Et lorsqu'ils arrivent à obtenir un logement, parce que les familles qu'ils ont ici ont réussi à leur réserver à leur louer un pour qu'ils s'y installent, ils n'ont pas forcément accès à toutes les facilités de branchement Internet et ainsi de suite. Bref, je sais que les organismes d'ailleurs eux-mêmes le disent, ça a été très difficile pour ces immigrants-là. Mais j'aimerais bien qu'on revienne au fait qu'il n'y a pas que les immigrants en fait, qui ont vécu cette situation. Il faut bien comprendre que le flux d'entrée des réfugiés, des immigrants a énormément baissé, surtout à un moment donné où les frontières ont été fermées, non pas ici au Canada seulement, mais déjà dans les pays d'origine, les gens ne pouvaient pas se déplacer facilement, prendre l'avion et venir. Donc, je préfère qu'on tienne
tiennent compte du fait simplement que si c'est difficile déjà pour les gens qui sont ici d'accéder à des services directement en présentiel, ça l'est encore plus pour les immigrants. Vous savez bien que les organismes communautaires qui aident à l'établissement ont pratiquement été obligés de fermer leurs portes à cause des conditions sanitaires et du confinement. Exactement. En parlant des organismes, est-ce qu'ils ont les moyens et les outils de faire face à cette nouvelle réalité? Si on parle de l'ensemble des organismes communautaires, on va dire ça a été difficile aussi. Vous savez, les organismes communautaires qui aident les gens vulnérables ont eu non seulement les immigrants comme qui demandaient de l'aide, mais aussi le bassin de la population desservie a énormément augmenté. Vous savez qu'on vit d'importantes pertes d'emploi, concernent surtout les travailleurs à temps partiel, les travailleurs temporaires, les travailleurs indépendants. Surtout, mais pas exclusivement, ceux qui travaillent dans le secteur des services et de la culture. Regardez, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps l'économiste en chef adjoint des marchés mondiaux de la banque CIBC, Benjamin Tal, qui dit que cette crise a été un accélérateur de tendance et celle-ci n'est pas différente. Chaque crise qui vient accélère les tendances négatives, les tendances qui accroissent la vulnérabilité des personnes déjà vulnérables. Mais celle de la pandémie, celle que nous avons vécue, a été un peu plus forte que d'habitude, que les autres crises vécues avant. Et en plus, c'est que l'écart de revenus s'élargit, il a l'habitude de s'élargir de plus en plus, même avant la pandémie, en raison du fonctionnement du système qui nous gouverne. Mais il s'est clairement creusé pendant la crise de la pandémie de la COVID-19. Alors, il faut juste savoir à quel point l'expérience de la pauvreté peut avoir changé durant cette pandémie avec des augmentations largement marquées du nombre de personnes utilisant les banques alimentaires parce qu'elles ont du mal à payer la nourriture. Je peux aussi soulever l'exemple du loyer et d'autres situations, surtout qui touchent au mental et aux questions aux situations psychologiques liées à l'isolement. Oui, exactement. Et c'est vrai que la PCU a permis, on parle de la prestation fédérale, a permis d'amortir l'impact sur la pauvreté en ces temps de pandémie, mais à côté de ça, les taux de pauvreté ont grimpé et ils vont continuer, à mon avis, à augmenter cette année en raison de la Covid. Et ça d'ailleurs va provoquer, on le lit déjà un peu partout dans la presse, qu'il va y avoir une baisse historique du marché du travail canadien, qui vient de jeter dans la rue sans emploi plus d'1 million de chômeurs, en plus de ce qu'on avait déjà avant la pandémie. Dans quelle mesure ces organismes-là qui prévalent de l'action communautaire autonome ont-ils joué leur rôle en ce qui traite à la mobilisation de leurs membres? Vous comprenez que c'est très difficile de pouvoir mobiliser des membres qui sont déjà confinés. Et que quand les bureaux et les salles communautaires, etc., c'est-à-dire les lieux de rencontre, sont fermés. On sait que les centres communautaires et les salles communautaires qui recevaient les bénévoles, les gens, les membres qui veulent s'engager, etc., ont toutes été fermés. Donc, beaucoup d'organismes ont fait l'effort de maintenir certaines activités par le biais des vidéoconférences ou des visioconférences, etc. Mais ça n'a pas été facile de maintenir la mobilisation habituelle. Il n'y a qu'à citer les difficultés qu'ont eues, par exemple, les bénévoles les membres d'organismes communautaires
qui accompagnaient les personnes âgées, par exemple, pour leurs rendez-vous médicaux ou pour leur apporter de la nourriture. Il y a eu une baisse draconienne. Certains organismes ont pratiquement paniqué dans ce domaine. Il y a aussi tous les organismes qui recevaient chez eux leurs membres pour des activités, je ne sais pas moi, en santé ou en prévention de santé, etc. Ils ne pouvaient plus le faire. Et on ne peut pas le faire en présentiel quand on veut montrer, par exemple, à une jeune maman qui vient d'accoucher la façon dont elle doit, je sais pas moi, allaiter son enfant, et ainsi de suite, son bébé. Ça, on a vu des témoignages d'organismes qui travaillent dans ce domaine, qui éprouvaient de la difficulté à le faire. Bref, ça n'a pas été, c'est pas une période facile pour la mobilisation de leurs membres. Mais il faut lire les témoignages, des témoignages poignants d'intervenants communautaires, surtout ceux qui travaillent en première ligne. Quand j'ai lu, j'ai entendu, puis j'ai suivi des dizaines, quand on dit qu'il y a des cris du cœur qui disent, j'ai des dizaines de personnes qui attendent à la porte pour un café chaud, surtout pour les itinérants, et qui cherchent une chaise où se poser, mais on ne sait pas quoi faire d'eux, puisqu'il y a le confinement, etc. Il y a des cris du cœur qu'on a entendus déjà à la télévision, à la radio, dans les réseaux sociaux, dans ce domaine. Non, le milieu communautaire est vraiment à bout de souffle. Les travailleuses et les travailleurs ne cessent de dire qu'ils sont épuisés, ils sont aux prises avec un financement inadéquat depuis plusieurs années, et en plus de ça, ils sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire qui n'a fait qu'empirer la situation. Encore que là, on ne parle que des services vitaux. Oui. Le confinement a provoqué également une réduction draconienne d'activités communautaires, je viens de le dire. Oui. Et parfois des activités sociales qui sont absolument indispensables pour les personnes et les familles vulnérables, surtout celles qui sont isolées. On a cité tout à l'heure les immigrants, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les personnes qui sont en situation d'isolement total, oui. Célibataires, femmes monoparentales avec des enfants, mais qui ne travaillent pas, personnes âgées, etc. Puis voilà, donc le virtuel ne remplace absolument pas le présentiel, comme on dit. Donc, vous comprenez qu'en temps de crise comme celle qui nous frappe maintenant, cette situation est insupportable pour les salariés et ils se retrouvent parfois, comme, je le répète encore une fois, sans le nombre habituel de bénévoles pour les aider à atteindre le monde qui attend de recevoir leurs services. Tout le monde reconnaît cette réalité. C'est une réalité indéniable, elle est palpable, elle est vécue par les organismes communautaires qui ne disposent déjà pas d'employés suffisants. Ça, vous le savez. Déjà, les organismes, depuis longtemps, souffrent et revendiquent un meilleur financement pour faire face à la musique, c'est-à-dire à la détresse des gens auprès desquels ils travaillent. Oui. Mais ça, c'est quand on parle d'organismes communautaires qui donnent des services. Oui. Mais quand on parle de l'action communautaire autonome, on ajoute un autre défi, un autre enjeu. On ne parle pas que de l'offre de services lorsqu'on parle de l'action communautaire autonome. L'autonomie est souvent, on le sait, on l'entend, est souvent réduite au pouvoir dont disposent les dirigeants des organismes, ce qui est, je le dis franchement, une déformation qui réduit l'ampleur de ce que représente l'action communautaire autonome. Je dis bien l'action communautaire autonome, et j'insiste. En fait, pour les gens comme moi qui ont vécu les débats qu'on a eus dans les débuts de 90, en fait, 4 critères, si ma mémoire est bonne, il y en a plein, qui s'ajoutent aux caractéristiques des organismes s'ils veulent se prévaloir de l'action communautaire autonome. Les critères, ils vont évidemment être constitués à l'initiative des gens de la communauté. Il y a 8 critères. Il faut poursuivre une mission sociale qui favorise la transformation sociale. C'est comme ça qu'on définit l'action communautaire autonome. C'est-à-dire la mission ne doit pas être simplement de donner des services, qui est déjà indispensable de toute façon, mais en plus, il faut qu'elle vise la transformation sociale et il faut faire preuve de pratiques citoyennes. Donc, et mettre en œuvre des approches très larges, axées sur la globalité des enjeux auxquels on veut s'attaquer. Oui. Évidemment, il faut être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau du réseau qui finance les groupes. Exactement. Alors,
Est-ce qu'on peut penser qu'en temps de pandémie, les organismes sont mis d'un seul coup, soudain, à remplir ces critères? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est humainement, je dirais, socialement et même techniquement possible que ces conditions aient été strictement observées pour faire face à la pandémie? C'est difficile de l'imaginer avec les restrictions sanitaires dues au confinement, si Mohamed. Merci, Steen. C'est effectivement la pandémie a affecté non seulement les usagers, mais aussi la façon de faire du milieu communautaire et l'action communautaire autonome. Azzedine Achour, conseiller communautaire, merci de vous avoir partagé avec nous cette réflexion et au plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir, Mohamed.